ce truc. Bonjour à tous. Comme André Léniel me l'a appris, je prends possession du pupitre. Voilà. C'est ça, André. Voilà. Bonjour. Merci de votre présence nombreuse qui témoigne de votre intérêt pour notre grand rendez-vous Porte de Versailles du mois de novembre. Et vous avez raison, parce que ça va être un très grand rendez-vous. Je salue bien sûr à mes côtés ici monsieur le premier vice-président délégué André Léniel qui me succédera à ce pupitre. Salut madame la secrétaire générale Muriel Faure de l'AMF qui vous donnera des indications notamment sur le contenu de notre congrès. Je salue les élus ici présents, nos partenaires et bien sûr en premier lieu le directeur général d'Infopro Digital, Julien Mallet, qui dira quelques mots aussi, puisque vous savez, il y a l'entité congrès et l'entité salon. D'ailleurs, je dis au passage, pour avoir lu un écho malveillant dans un grand journal du matin que j'apprécie par ailleurs, que au congrès, la partie congrès, il n'y a pas de stand payant des ministères. Voilà. Les ministres viennent tous, sont tous invités. Les ministères sont présents, donc il n'y a pas d'enjeu financier pour la partie congrès. Quant à la partie salon, je crois qu'il y a 1500 exposants, 1300, 1500 c'est bientôt. C'est votre objectif, voilà, donc qui se porte très bien. Voilà. Je veux saluer également nos partenaires médias et je salue en particulier Jean-Emmanuel Casalta et qui nous vient de signer donc notre convention et président directeur général de Public Sénat et qui est un de nos partenaires historiques Public Sénat et monsieur le président directeur général qui a pris donc ses fonctions de façon pleine et entière et qui a eu la sagacité de vouloir travailler avec l'AMF et je l'en félicite. Je salue également bien sûr France Info ici, le Trombinoscope, Localtis Mag, qui sont nos partenaires médias et tous les médias présents, tous les journaux, Le Point aussi qui va couvrir beaucoup l'événement. Cet événement qui revêt une importance particulière et voilà, j'abandonne mes fiches. Pour le pire ou pour le meilleur, on va le savoir très rapidement. Événement particulier que ce 107e congrès, puisqu'il s'inscrit dans un contexte particulier. C'est presque une litote ou une évidence ou une tautologie que de le dire, ou une tarte à la crème, mais il est très particulier. Ce contexte est très particulier parce qu'il y a un contexte géopolitique international, comme l'histoire du monde s'est malheureusement réservé, extrêmement tendu. Et dès la séance d'ouverture, nous aurons l'occasion d'écouter le nouveau chef d'état-major des armées, qui sera invité et présent, et qui évoquera les relations entre les armées et les communes, ne serait-ce que les villes casernes, comme on le disait à l'époque, les villes de garnison, l'intégration des familles, mais aussi les enjeux de civisme, de capacité de résilience, bref, et de simplification administrative, qui sont un des points qui, étonnamment, réunissent l'armée et l'AMF, puisque nous travaillons sur ces problématiques de décision courte, de lutte contre les surcharges bureaucratiques et également de décentralisation. Le conflit ukrainien a tristement énoncer une nouvelle évidence opérationnelle, c'est que les armées efficaces étaient des armées qui avaient des capacités décisionnelles sur le terrain. Voilà. Donc, sujet géopolitique. Contexte très particulier, évidemment, au plan national, avec cette vie de l'exécutif en sursis et cette vie parlementaire en hystérie, qui apporte une instabilité, pour reprendre un terme de l'époque, qui peut être préjudiciable évidemment aux communes et qui fait que nous naviguons encore plus que jamais dans le brouillard budgétaire, dans le brouillard réglementaire, dans le brouillard de nos relations avec l'État. Je ne reviens pas là-dessus. Bien évidemment, les questions seront libres tout à l'heure. Mais nous évoluons dans ce contexte et le Congrès tombe au moment de la discussion budgétaire, avec
Une constante, en revanche, dans cette incertitude et dans ce brouillard, quels que soient les soubresauts, la constante, c'est que les prélèvements de l'État sur les collectivités, et notamment sur le bloc communal, eux, augmentent. Ce qu'on vous présente à tort comme des efforts partagés, des économies, ne sont pas des économies. Ce sont des prélèvements supplémentaires de l'État qui ne se réforment pas, qui ne recherchent pas sa performance sur le dos des communes et des intercommunalités et des collectivités en général. André en dira plus de détails tout à l'heure sur les montants qui sont affichés, les montants qui sont réels, des surprélèvements qui passent par le doublement du DICO, du gel de la TVA, de l'augmentation de cotisations employeurs qu'on nous impose. On nous impose 13 points en 5 ans d'augmentation des cotisations employeurs. Voilà. Rien que pour cette année, de mémoire, André, c'est 1,4 milliard, je crois, de surcoût sur une année pour nous. Bref, ce contexte national. Et puis, bien sûr, un contexte municipal qui est celui de la fin de ce mandat et de la perspective des prochaines élections municipales. Les élections municipales sont un rendez-vous qui honore la France, parce qu'elles sont le rendez-vous du civisme, c'est-à-dire de la mobilisation d'habitants, citoyens, autour d'enjeux de services publics, de politiques publiques, d'enjeux d'intérêt général, local, donc national. Et n'oublions jamais que la France est le pays qui s'est le plus mobilisé des candidats sur des listes aux municipales par rapport à sa population, en sachant qu'il y a 500 000 à peu près élus locaux, il y a 1 million de candidats, et que l'immense majorité sont des bénévoles. Donc les élections municipales sont un moment particulier d'intensité civique, de rencontres civiques. Et il faut savoir le dire. Le civisme, c'est l'exercice de sa responsabilité dans l'espace public, donc de sa liberté. C'est les habitants qui décident de s'occuper de leur destin collectif. C'est ça le civisme. C'est la façon dont on se comporte avec les autres, et c'est l'articulation entre la responsabilité individuelle et la construction collective. Donc nous sommes dans ce contexte-là, et dans ce contexte-là, eh bien, nous plaçons notre congrès, notre rendez-vous sous le signe de l'engagement, avec l'engagement qui sera analysé par les études que nous réalisons avec notre partenaire, le CEVIPOF, le Centre de recherche de Sciences Po, sur les motifs de découragement, les motivations aussi, bref, sur l'engagement. Et avec un focus notamment sur l'engagement des jeunes. Et vous avez ici, au premier rang, le plus jeune maire de France, puisqu'il a 24 ans. Et comme vous savez tous compter, vous vous dites un mandat dure 6 ans, 24 moins 6, ça fait combien? 18. Et donc, il fut à peine majeur qu'il fut déjà mandaté dans sa commune, et ça se passe bien. Donc, voilà. Et donc, il y aura un focus sur l'engagement de la jeunesse, et avec aussi une intervention en fin de table ronde de Jean-Louis Borloo, qui viendra parler de sa vision, carte blanche. Alors on prend un risque, carte blanche à Jean-Louis Borloo, mais il est talentueux, ça on le sait, et donc sur comment faire de la jeunesse une grande cause nationale, et cela par du local. Parce que nous ne sommes pas le dernier mètre ou le dernier kilomètre de l'action publique, comme le disent avec une bienveillance inappropriée ceux qui pensent nous flatter en disant « mais vous êtes formidables, vous êtes les fantassins de la République, évidemment, vous êtes le terrain, vous êtes concret, et vous êtes très important car vous êtes les derniers maîtres de l'action publique. » Le dernier kilomètre, non. Nous sommes les premiers maîtres de l'action publique, les premiers kilomètres de l'action publique. Et vous verrez, maintenant je vous l'ai dit, vous l'entendrez souvent, cette expression qui veut nous flatter, mais qui est involontairement condescendante. En un seul mot, parce que je ne me permettrai pas d'être grossier ici. Mais qui révèle une approche, effectivement, descendante des choses. Et donc, nous rappelons et nous rappellerons dans ce congrès que la solution au problème du pays, que la solution, une grande partie de la solution au compte déficitaire vient de l'efficacité locale qui repose sur un principe de base qui est la subsidiarité ascendante.
et que la vraie démocratie, la vraie souveraineté, c'est l'individu qui confère une partie de sa souveraineté à la puissance publique, et d'abord à l'échelon le plus proche, et ensuite pour les compétences qui nécessitent plus d'engagement à plus grande échelle, eh bien, on va vers l'entité la plus élevée. Et que c'est la seule façon de créer de la responsabilité individuelle. Et que la responsabilité individuelle est la seule façon d'être efficace. L'efficacité, c'est la responsabilité. Et c'est de savoir récompenser ou sanctionner l'acte individuel. C'est la seule façon en organisation humaine, en entreprise comme en collectivité, comme dans n'importe quel sujet. Et la responsabilité, qui est la condition de l'efficacité et de la dignité, renvoie à une exigence qui est celle de la liberté. Alors oui, c'est marqué là, notre congrès sera sous le thème liberté. Liberté chérie, j'écris ton nom. Parce que André proposait au départ, et c'est vrai que c'était beau, c'était trop long sur la fiche. Mais voilà. Non, mais liberté. Et donc la liberté marquera notre congrès. Liberté d'action, le pouvoir agir que nous évoquions il y a 2 ans. Liberté de s'engager, et donc la responsabilité. Liberté d'être, liberté de décider. Liberté, donc responsabilité de rendre des comptes aux habitants, à l'État, lorsqu'il le faut, mais seulement lorsqu'il le faut, c'est-à-dire a posteriori, et non plus dans les entraves a priori. Voilà. Je ne vais pas être plus long sur le thème, mais je suis très fier, très heureux que ce thème de la liberté marque le dernier congrès de cette mandature et résonne comme un immense appel à l'engagement et à oxygéner notre démocratie. Ce thème de la liberté, de l'efficacité, de la responsabilité sera au cœur de nos échanges avec le gouvernement. Je vous annonce que le Premier ministre vient de nous confirmer qu'il serait présent. Donc, s'il est Premier ministre, bon, toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit en économie, le Premier ministre sera présent donc pour la séance de clôture, comme ses prédécesseurs avant lui. Et donc, nous saurons évidemment l'accueillir et évoquer la décentralisation qu'il a mise au cœur de sa feuille de route dès sa nomination et qui doit éviter, selon nous, des travers qui seraient dans un contexte de disette budgétaire de l'État, où l'État affamé cherche des financements partout, d'une part, et dans un contexte également d'instabilité et d'absence de majorité à l'Assemblée nationale, de gâcher, une fois de plus, cet appel à la décentralisation. Donc nous avons, avec un courrier que nous avons adressé avec André Léniel au Premier ministre, rappelé que, évidemment, la grande maison des libertés locales que constitue l'Association des maires de France depuis 1907, reconnue d'intérêt public depuis 1933, était prônée et appelée de ses voeux depuis longtemps une vraie décentralisation qui nous est annoncée à peu près tous les 3 mois, mais que d'abord, dans un premier temps, il fallait constater que lorsqu'on nous dit qu'on décentralise ou qu'on appelle à une décentralisation à venir, on recentralise au présent par une inflation normative et par des prélèvements, une recentralisation financière, qui est pour nous une des principales causes de l'échec des comptes publics actuels. On le disait la dernière fois, c'était Antoine Homé qui avait souligné que pendant les 3 semaines de vacances gouvernementales et de vacances parlementaires, 27 textes se traduisant par des contraintes supplémentaires sur les collectivités avaient été présentés au Conseil national d'évaluation des normes. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de ministres et de Parlement aujourd'hui pour nous imposer de nouvelles règles. C'est extraordinaire, cette machine. Et donc, on rappellera cette réalité-là. Et puis, on rappellera la nécessité d'abord de valider des principes, la subsidiarité ascendante, l'autonomie financière, l'autonomie fiscale. La seule façon de faire baisser la globalité des prélèvements obligatoires, de baisser les impôts, c'est qu'il y ait des responsables individuels des impôts votés par mission et d'associer les habitants à l'impôt et à la dépense. Là aussi, responsabilité et liberté individuelle. Et de rappeler des principes aussi de liberté réglementaire. Et de faire une proposition qui, indépendamment de toute réforme structurelle des pouvoirs publics qui nécessiterait une révision de la Constitution
dans le contexte actuel, bon courage, hein, bien, de proposer immédiatement un transfert du pouvoir réglementaire aux collectivités, sauf sur évidemment, ce qui est l'État, c'est-à-dire la justice, dans toute l'acception du terme, le régalien, qui doit rester le monopole de l'État. Donc voilà ce que nous confirmerons et proposerons, avec, au cours d'un congrès qui nous verra aborder tous les sujets qui concernent notre vie quotidienne de maires, de conseillers municipaux, de directeurs ou chefs de service et d'agents des collectivités, avec un record de tables rondes. On va passer, déjà l'année dernière, il y avait une profusion d'événements, 43, on va passer à 65 événements, avec évidemment tous les ministres invités, et avec un grand moment, une fois de plus, d'expression de nos réalités, de revendications parfois, de propositions, bref, un grand rendez-vous, le plus grand rendez-vous, au moins européen, d'élus locaux, se déroulera ici, en France, à l'initiative de l'Association des maires de France, et grâce à vous, recevra un écho planétaire par les papiers que vous allez publier et diffuser. Merci à vous. Et la parole est à André Lénier. Je vais faire très court. Je ne commande jamais les propos de mon président, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. J'essaierai d'être aussi bref que l'a été notre président. À l'occasion, c'est pour ça que je mets ma montre devant mes yeux, pour être sûr de tenir mes engagements. Mais vous savez, le principe des maires, c'est que la parole donnée soit la parole tenue. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que le maire reste l'élu préféré des Français. Dans nos communes, quand on dit, si on ne fait pas, ça se remarque. Et donc, si on veut continuer à être accepté par la population, être un interlocuteur fiable, ce que n'est plus depuis déjà un certain temps l'État, alors il faut que nous soyons dans la parole donnée, qui est la parole tenue. C'est la problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un État dégradé, souvent rejeté, et des communes et leurs élus, et en particulier les maires, qui continuent à incarner la stabilité dans ce pays. Quand tout est bouleversé, quand tout est en désordre, le lieu où l'on sait à qui s'adresser, où les solutions au quotidien sont apportées, c'est encore et toujours la commune. Il y a 2 ans, le thème de notre congrès était « Pouvoir agir ». Peut-être une réclamation forte. Pouvoir agir. Est-ce qu'elle a été suivie des faits? Nous avons continué à agir. Mais le pouvoir d'agir s'est dilué, a reculé. L'an passé, nous étions à nouveau dans une période de trouble et le lieu qui continuait à répondre présent pour chacun et chacune de nos concitoyens et concitoyennes, c'était la commune. Et donc nous avions dit heureusement les communes. Et nous continuons à assumer ce rôle d'être heureusement la commune. Et cette année, nous réclamons ce qui nous manque le plus, la liberté. Ce qui nous manque le plus parce que nous sommes enserrés dans des règles administratives, des règles parfois législatives, des lois bavardes qui empiètent sur le pouvoir réglementaire, qui laissent de moins en moins de marge à la capacité d'action locale, et puis bien évidemment, les finances. Je vais vous faire un aveu, je me fatigue de dire maintenant depuis plusieurs années, et chaque année, que c'est le plus mauvais budget qu'on ait jamais connu.
Malheureusement, sur les 3, 4, 5 dernières années, je peux le prouver. Ça s'aggrave année après année. Nous arrivons au congrès de ce mandat complètement atypique. Un mandat de crise, avec plusieurs S à la fin du mot crise. Un mandat où nous avons été interpellés par la réalité, où nous avons dû démontrer en permanence que nous étions en capacité de répondre, pas seulement aux attentes de nos concitoyens, mais aux attentes du pays tout entier. Quand le gouvernement, pour ne pas dire l'État, était, lui, en incapacité de répondre aux urgences. Le Premier ministre, cela a été dit il y a quelques instants, donc je serai bref sur le sujet, nous a écrit pour nous dire que sa grande idée, c'était la décentralisation. Nous lui avons répondu. Nous lui avons répondu au terme, dans un courrier consigné, David Lissner et moi-même, en posant, non pas, j'allais dire, une philosophie, mais des préalables à tout débat sur la décentralisation. Oui, il faut que nous puissions débattre de la subsidiarité avant toute autre chose. Oui, il faut que nous puissions débattre de l'autonomie fiscale et financière avant toute autre chose. Oui, il faut que nous puissions définir ce qu'est la libre administration des collectivités territoriales avant toute autre chose. Nous avons ainsi mis en avant 5 thématiques qui sont fondamentales. Et si on essaie, j'allais dire, de faire diversion, en nous demandant de débattre de sujets qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas le cœur du sujet, alors il ne faut pas qu'on compte sur l'AMF pour être simplement spectateur d'une diversion. Et comment croire que ça peut être autre chose qu'une diversion? J'ai lu ce matin quel était le programme parlementaire d'ici fin décembre. La décentralisation n'y est pas. Et, j'allais dire, heureusement, sur quelle base, comment, à l'issue de quel dialogue? Et qui peut penser qu'il pourra y avoir une grande loi de décentralisation votée avant le mois de mars? Mais surtout, cela a été dit il y a quelques instants par David, comment croire alors que, à peu près tous les trimestres, on nous annonce un grand élan de décentralisation, mais que dans le même temps, le lacet budgétaire continue à nous conduire à l'asphyxie. Quelques instants sur les finances. Vous seriez surpris que je n'en parle pas. On nous a annoncé l'an passé 2,2 milliards, pour cette année 2025, mais c'était la loi de finances qu'on annonçait pour 2025, on nous avait annoncé 2,2 milliards. La Cour des comptes a arrêté ses comptes à 5,4 milliards, mais en précisant, dans son dernier rapport, que c'était sans avoir examiné les différentes missions. Mission aménagement du territoire, mission ville, etc. J'avais, moi, complété ce travail et j'étais arrivé à plus de 7 milliards. Aujourd'hui, ces chiffres, malheureusement, sont validés pour 2025. Ils sont en cours d'exécution, dans tous les sens du terme. Pour 2026, on recommence dans l'insincérité, puisque le gouvernement nous annonce 4,6 milliards. Au moment où je m'exprime, mais je n'ai pas forcément terminé le travail, parce qu'il y a encore toute une série de volets budgétaires que nous n'avons pas pu analyser, je suis à 7,5 milliards. S'il y en a que ça intéresse, nous pourrons leur remettre ce que j'appelle la purge 2026. C'est bien entendu aussi un catalogue des engagements non tenus. On nous avait dit que le Dilico, c'était pour 1 an. Non, je n'ai pas plaidé la naïveté. Aujourd'hui, on nous en annonce un doublé. Mais, j'allais dire, c'est pire que ça. Non seulement il est doublé, mais ça devient un hold-up en bande organisée. Un piège infernal. Comment on nous le vend aujourd'hui?
On nous dit c'est 2 milliards, pardon. Certes, mais ce qu'il faut regarder, c'est les conditions de mise en œuvre. On nous dit, ah, vous savez, vous serez remboursé. Alors d'abord, on nous dit, mais seulement à 80%. Et sur 5 ans. Et puis on nous dit, mais vous ne serez remboursé que si les dépenses par bloc, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, que si par bloc, vos dépenses ont évolué de manière inférieure au PIB. Ça veut dire qu'en réalité, le piège se referme, car en plus le calcul sera fait non seulement sur les dépenses de fonctionnement, et qui peut croire, par exemple, que les départements, avec les allocations individuelles de solidarité, peuvent tenir en dessous de l'évolution du PIB pour faire face à leurs obligations. Chacun sait que ça n'est pas tenable. Ça ne le sera pas non plus pour les communes, parce qu'on intègre dans le calcul l'investissement. Ou alors, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en panne l'investissement de l'ensemble de nos collectivités. Et là, on ne fait pas appel à une démarche individuelle, à une responsabilité personnelle. Non, c'est une peine collective. C'est sur l'ensemble des communes de France qu'il sera calculé que nous serons, dans l'évolution de nos dépenses, y compris d'investissement, en dessous du produit intérieur brut ou pas. C'est une machine infernale qu'on nous propose. Ça, c'est pour 2 milliards. Puis après, vous avez la réduction de la compensation des impôts économiques, 789 millions, le resserrement du fonds de compensation de la TVA, 700 millions, les coupes dans la mission Outre-mer, comme si les Outre-mer allaient bien. Comme s'il était entendable qu'on puisse supprimer des crédits aux Outre-mer dans l'état où sont nos Outre-mer. C'est quand même moins 623 millions. Je ne vais pas vous lire la totalité de la liste, j'en arrive à 7,5 milliards. Et je répète, cette liste est évolutive, puisqu'on n'a pas encore examiné l'ensemble des budgets, des caractéristiques particulières que sont le sport, la culture, bref. Vous voyez qu'une fois de plus, nous sommes dans le mensonge d'État. On nous annonce 4,6 milliards, nous serons probablement au-delà de 8. L'an passé, on nous annonçait 2,2, nous avons été à plus de 7. Dans ces conditions, on va surtout faire de nous, dès l'instant où on nous met en demeure de freiner nos investissements, eh bien on nous met en demeure de ne pas moderniser la France, de ne pas répondre aux attentes de nos concitoyens, et surtout, là où nous pourrions être des leviers de la relance, de devenir des outils de la récession. Et si ce budget, cette loi de finances, était votée en l'état, ça veut dire que la France serait en récession en 2026. On a l'impression que quand l'État se noie, il veut entraîner les collectivités territoriales dans son naufrage. C'est un peu comme celui qu'on essaie de secourir quand il se noie et qui tire par les pieds son sauveteur. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous, aujourd'hui, avec un fossé extraordinaire qui s'est creusé. La parole de l'État, c'est devenu un objet de musée. Et quant à la confiance, au mieux une épave. Et puis, comme nous sommes bons élèves, comme nous savons équilibrer nos budgets, que quand nous empruntons, nous payons nous-mêmes nos dettes, eh bien, nous sommes en permanence punis d'être les bons élèves. Nous sommes en plein paradoxe, mais malheureusement en paradoxe qui pèse sur les entreprises, qui pèse sur les ménages, qui pèse sur l'avenir même de notre pays. Alors oui, nous revendiquons la liberté. La liberté, elle ne va pas sans responsabilité et nous sommes prêts, chacune et chacun des maires de France, à assumer la responsabilité,
assumer la responsabilité d'une autonomie fiscale. Oui, je suis capable, comme chacun des maires, d'aller devant la population de ma ville pour dire « nous avons besoin de nouveaux lits de crèche, de berceaux de crèche. Nous avons besoin de nouveaux équipements sociaux, sportifs ou culturels. Nous avons besoin de faire en sorte que notre ville puisse s'embellir, que notre village puisse se dynamiser. » Eh bien, nous vous demandons, citoyens, de faire un effort local qui sera, bien entendu, celui que vous verrez améliorer votre vie quotidienne. C'est cette liberté que nous réclamons, cette liberté de faire, cette liberté d'agir. Il y en a assez de tous ceux qui s'agitent. Les maires, ce sont ceux qui agissent. Alors, pour pouvoir agir, il nous faut la liberté. La liberté. Et écrire son nom partout. La parole est à Madame la secrétaire générale. Bien, je pense que notre président et notre premier vice-président ont, pardonnez-moi l'expression, planté le décor, ou en tout cas défini le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui en 2025, avec évidemment, il ne faut pas l'oublier, une échéance importante en 2026, les élections municipales. Rappelons quand même que cette élection-là est quand même d'un enjeu démocratique extrêmement fort, puisque c'est quand même dans les collectivités, dans les communes que se décide aujourd'hui la vie quotidienne, que se prennent les décisions en proximité pour nos concitoyens, et qu'on a toujours, d'ailleurs, malgré cette succession de crises, été là et répondu présent. Et aujourd'hui, ça a été rappelé, on fait face à une triple pression, cette fameuse pression financière aujourd'hui qui nous assomme, avec des ressources qui sont de plus en plus fragilisées, des coûts qui explosent, nonobstant aussi le coût des normes, dont on a peu parlé, mais qui est également présent, et puis des injonctions nationales qui continuent de s'accumuler sur les maires et sur les collectivités. Une autre pression, bien évidemment, importante, c'est cette pression institutionnelle, dans cette instabilité gouvernementale que l'on vit depuis plusieurs mois, depuis près d'un an et demi, si l'on prend le point de rupture avec la dissolution et les élections législatives qui ont suivi. Et puis cette recentralisation rampante que l'on vit aujourd'hui au quotidien. On a aussi une pression humaine, à la fois par le défaut d'attractivité aujourd'hui dans le cadre de la fonction publique territoriale, ce manque d'agents, et je pense plus particulièrement aux communes rurales, et ce manque d'ingénierie aujourd'hui qu'elles subissent au quotidien. Et pour autant, le rôle des collectivités n'a jamais été aussi essentiel et n'a jamais été aussi contraint. On demande toujours plus aux maires, plus de sécurité, plus de stabilité sociale, plus de transition, plus d'investissement d'avenir, mais effectivement avec trop souvent moins de liberté et moins de moyens. Et c'est cela que nous voulons rappeler au Congrès, avec gravité mais avec détermination, car si les communes sont aujourd'hui contraintes, elles ne sont pas pour autant résignées. Et c'est vrai que le 107e Congrès va porter ce thème clair, ambitieux, les communes, liberté. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est la liberté? C'est la liberté de la proximité, le besoin de pouvoir agir au quotidien, au plus près de nos concitoyens. C'est aussi une liberté d'innovation, parce que nous transformons, nous expérimentons et nous innovons au quotidien sur notre territoire. Et puis c'est aussi, je le pense, et peut-être le plus important, une liberté d'avenir, nous permettre d'avoir enfin une visibilité et des perspectives à long terme et la possibilité de se projeter. Et cette liberté, eh bien, mesdames et messieurs, nous allons la décliner dans un programme extrêmement dense, extrêmement varié. Alors, vous le voyez déjà par rapport à la revue de presse, le dossier de presse est quand même assez conséquent, puisqu'il y a, et ça a été rappelé par notre président, des conférences thématiques. Donc aujourd'hui, c'est un record, puisque nous étions d'habitude autour de 40, et c'est 63 conférences thématiques. Il y aura près de 40 points infos et forums,
Et puis surtout, une innovation, parce qu'à l'Association des maires de France, un petit peu comme les maires, on aime le pratico-pratique des ateliers courts et interactifs en agora ouverte. C'est une nouveauté. Il y aura une vingtaine de thématiques qui seront déclinées. Je pense à la question de l'IA, par exemple, à la question de l'école au dehors, etc., etc. Vraiment des choses concrètes aujourd'hui pour nos élus. Et juste, effectivement, important, dans les thèmes, il y aura toute une partie aussi sur IA, parce qu'on le vit maintenant dans nos communes, hein, ça y est, on en parle depuis longtemps, et crypto-monnaie. Absolument. Voilà, j'allais y revenir. Bon, merci, bah, merci Président, de faire teasing. le teasing. Et peut-être aussi rappeler, parce que le Président a décliné notamment la question de l'engagement au niveau des débats, le débat d'ouverture quand même cette année sera consacré pour la première fois à l'Association des maires de France sur la question de la sécurité. Alors évidemment, nous sommes de plus en plus exposés, de plus en plus responsables, mais il s'agit aussi là de déterminer en fait la question de coordination entre l'État et les collectivités, et évidemment la question des moyens restera toujours sous-jacente. On abordera aussi un autre sujet d'envergure au-delà de la finance publique dans sa globalité, le financement de la transition écologique. C'est un véritable enjeu stratégique aujourd'hui pour nous. Une fois de plus, on constate un recul de l'État, notamment dans les questions de financement. Aujourd'hui, il nous apporte une visibilité pluriannuelle. Dans le contexte dans lequel on est, une visibilité pluriannuelle du gouvernement, c'est quand même un fort questionnement. Et par contre, il s'agira aux collectivités de faire, mais sans les moyens adéquats. L'autre thématique, le Président l'a rappelé, c'est la question de l'engagement, notamment celui des jeunes. Alors évidemment, c'est un fil rouge, vous l'avez vu, tout au long de cette année 2025 avec notre belle campagne Oser l'engagement, le travail aussi avec des créateurs de contenu. Et on continuera effectivement d'animer tout cela jusqu'aux élections municipales de 2026. Évidemment, quatrième débat, celui que l'on retrouve systématiquement à l'Association des maires de France sur la question de la ruralité, hein, toujours la ruralité évidemment, avec un débat qui sera beaucoup plus concentré cette fois-ci sur la question de l'accès aux aides et notamment la question de l'ingénierie locale, un sujet prégnant aujourd'hui et essentiel pour les communes rurales. Des nouveaux thèmes qui feront leur entrée. Effectivement, le sujet de la crypto-monnaie, la question du blanchiment d'argent aussi, qui nous anime aussi depuis peu, la prévention en santé, l'agrivoltaïsme, également un sujet sur lequel l'Association des maires de France a fait des propositions sur les questions des gens du voyage. Autant de sujets, évidemment, que les maires de France, aujourd'hui, doivent maîtriser. L'objectif du Congrès, c'est bien évidemment toujours et encore de pouvoir donner des réponses concrètes, tant aux maires des communes rurales qu'urbaines. En fait, ce qu'il faut rappeler, et ce qui ressort aussi, je pense, à la fois du discours de notre président et de notre premier vice-président, c'est que nous réclamons une seule chose, le droit de pouvoir faire, le droit de pouvoir agir de manière agile, vite, de manière juste et surtout en proximité, au plus près de nos concitoyens. Un autre point important aussi, je pense, du Congrès, ce sera aussi la participation avec toutes les enquêtes aujourd'hui et donc toutes ces données stratégiques et inédites qui seront remises au moment du Congrès. Je pense évidemment à l'analyse financière du bloc communal. Il y a aussi la question du baromètre avec Cevipof sur l'état d'esprit des maires, mais aussi des enquêtes plus particulièrement sur des thématiques comme le handicap ou encore l'action culturelle, puisque l'objectif, là encore, une fois, c'est de pouvoir à la fois nous permettre d'avoir des données ancrées en fait dans la réalité du terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle souvent d'élus hors sol, s'il y a bien une chose que ne sont pas les maires, c'est bien cela. Ils sont dans la réalité du quotidien. Donc c'est d'avoir aussi ces éléments de données statistiques qui vont ensuite nous permettre à la fois d'animer nos propositions, mais aussi de pouvoir avoir un travail un peu plus prospectif. Et puis enfin, et je voudrais aussi rappeler que nous avons toujours un lien très fort entre le Congrès et le salon. Il y a une véritable synergie qui est installée. Elle va être peut-être mise cette année en œuvre par deux points que j'aimerais mettre en exergue. Évidemment, la reprise du plateau TV qui anime le stand de l'AMF et qui en fait est véritablement un trait d'union entre le Congrès et le salon. Et puis il y a aussi la remise du prix de l'innovation territoriale où j'ai une fois de plus l'honneur d'être présidente. Chaque année, ce prix en fait récompense une solution, une collaboration innovante avec une collectivité locale. Et évidemment, comment ne pas penser que c'est dans les collectivités locales que toutes les réponses sont les plus concrètes.
Nous sommes terre d'innovation, terre d'agilité, terre de création. Et c'est tout cela aussi que le Congrès va pouvoir mettre en lumière. Et puis, petite surprise, en tout cas, volonté d'animer peut-être plus fortement cette année notre cohésion dans un esprit vivant de convivialité. Nous allons organiser un grand quiz des maires, voilà, une façon très interactive et pas uniquement descendante de pouvoir partager, échanger nos expériences. Et puis surtout une table commune, notre apéritif des terroirs, pour montrer la richesse de notre beau pays en matière de terroirs, de gastronomie culinaire et autres. Et je pense que ce sera un très très beau moment. Le mercredi, le mercredi soir. C'est une nouveauté, donc il y aura un grand buffet des terroirs de France. Mercredi soir à partir de 17h, 17h30. Et montrer le lien entre agriculture, agroalimentaire, vignerons dans les communes. Le président le défend parce qu'il est un petit peu à l'initiative aussi de ce beau rendez-vous qui nous permettra d'avoir un temps d'échange avec tous les maires et ça permettra d'avoir quelque chose important, où on partagera. Quand même de la bouffe, c'est quand même important. Surtout en France. Surtout en France. Et puis pour moi qui fais des déplacements réguliers dans les départements, c'est vrai qu'on apprécie ce moment de convivialité tous ensemble. La réalité physique de la France. Mais il n'y aura pas que à boire et à manger, hein, vous l'avez compris. Donc simplement pour conclure, vous rappelez que le Congrès, c'est avant tout en fait un lieu de solutions, évidemment, pratico-pratiques pour nos collègues maires. C'est surtout un lieu d'ambition et de refondation. Et quand on entend notre ambition portée sur la décentralisation qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps, même si on sait que le contexte actuel sera difficile pour poser ces jalons-là, en tout cas, nous, on continuera à se battre pour cela. Et puis, ce sera évidemment, avant tout, un lieu de liberté, parce que lorsque les communes vont gagner en liberté, eh bien c'est notre pays tout entier qui va gagner pour son avenir. Et c'est comme cela que je vais conclure mes propos avant de passer la parole à Julien Elmaleh, le directeur général d'Infopro Digital, qui lui va vous parler du Salon des maires. Bravo Madame la secrétaire générale. Quelle transition. Avant de passer la parole à Julien Elmaleh, effectivement, pour rester sur le congrès, deux données. On est sur une tendance encore haussière en nombre de participants. Puisque on aurait encore, apparemment plus 20%, me dit André. En tout cas, il y a déjà, je crois, plus de 1000. Enfin, en tout cas, on va atteindre un record. Ce qui est quand même aussi le signe de la force de l'Association des maires de France, de sa caractéristique transpartisane, de sa représentativité, de sa crédibilité. Et ça, voilà. Enfin, vous connaissez l'événement, il n'y a pas l'équivalent, et nous serons encore surpris par l'affluence, puisque en termes de réservation, on est nettement au-dessus des années antérieures qui étaient elles-mêmes en progression. Deuxième élément, comme chaque année, nous y tenons, nous avons tenu à en faire une tradition. Avant l'événement Porte de Versailles, donc congrès et salon, la veille, nous organisons notre grande journée des Outre-mer. C'est absolument essentiel. Ce sont des moments toujours très révélateurs de grandes vérités. Et donc qui seront organisés encore cette année au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux, le lundi, avec deux grandes thématiques. Le matin, les Outre-mer et les crises climatiques et les changements climatiques et l'adaptation climatique. Donc avec tout ce que cela implique d'économique, évidemment d'écologique, etc. Et l'après-midi, donc les Outre-mer et la sécurité, et avec un focus aussi au sein de la problématique sécurité sur le narcotrafic via les Outre-mer. Voilà. Donc l'Association des maires de France, c'est l'association des grandes villes, des petites villes, de la ruralité, de la montagne, du littoral, de la campagne et des Outre-mer. Et ça, on y tient absolument. Voilà, monsieur le directeur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Julien Elmaleh, le directeur général d'Infopro Digital. Quelques mots sur Infopro Digital avant de vous présenter le salon 2025. Nous sommes une ETI française qui emploie à peu près 4200 collaborateurs dans plus d'une vingtaine de pays. Et nous sommes spécialisés dans l'information et les services destinés au secteur public et aux entreprises dans 5 univers: la construction, le secteur public, l'automobile, l'industrie, les risques et assurances et la distribution. Et si je suis devant vous ce matin, c'est que nous organisons le Salon des maires des collectivités locales aux côtés de l'Association des maires de France. Alors, comme nous sommes en fin de mandat, avant de vous parler du Salon 2025, je voulais me permettre de vous faire un rapide rappel de l'évolution du Salon au cours des dernières années. En 2019, le Salon des maires était un salon surtout centré sur la commande publique et la relation contractuelle entre collectivités et prestataires.
C'était utile, mais nous avons jugé que c'était insuffisant. Et les équipes de Stéphanie Gatorent, ici présente, que je salue, que je remercie vivement pour tout ce qu'elle fait pour le salon, ont fait le constat suivant. Le salon ne reflétait pas assez les grands défis qui s'imposaient déjà. Par exemple, la transition écologique, l'inclusion sociale ou encore la résilience économique. Et donc, le salon devait évoluer. Ce qu'ont fait les équipes, le salon devait accompagner cette dynamique. Il devait en fait devenir plus le miroir des territoires qui étaient en transformation. Et donc, depuis 2021, chaque édition était l'occasion d'explorer une nouvelle problématique, une nouvelle dimension de l'action publique. Nous avons travaillé, par exemple, sur l'innovation locale, sur l'intelligence collective, ou encore la transition écologique. Et puis aussi, nous avons repensé le salon en profondeur. Nous avons structuré l'exposition en 9 secteurs qui reflètent les priorités des territoires. Alors, les 9 secteurs sont énergie et climat, mobilité, environnement et cadre de vie, aménagement, numérique, culture, sport et parasport, solidarité, santé et éducation. Nous avons aussi créé 2 salons dans le salon. En 2023, le salon des sports et parasports, qui met en avant les politiques sportives locales et l'inclusion par le sport. Et puis en 2024, nous avons lancé le salon de la biodiversité et du génie écologique pour répondre aux enjeux de préservation des écosystèmes et de renaturation des territoires. Mais le salon, comme vous savez, ce n'est pas seulement une exposition, c'est aussi une programmation ambitieuse. Nous avons imaginé aussi des espaces immersifs pour ancrer le salon dans la réalité des communes. Nous avons créé des lieux de dialogue entre élus, entreprises et associations pour partager des solutions concrètes, des réussites et aussi parfois des échecs. Ces espaces que nous avons créés s'appellent les atmosphères, les labs, les Vitavilles. Et par exemple, les Vitavilles, qui sont des espaces qui recréent des lieux emblématiques de la vie locale. Donc en 2025, vous pourrez redécouvrir une mairie connectée, une école, un terrain de sport où nous avons des mises en scène qui permettent aux visiteurs de se projeter dans des situations concrètes et de pouvoir imaginer comment les solutions présentées par nos exposants peuvent transformer leur quotidien. Alors, si j'avais à définir le Salon des maires aujourd'hui, je dirais que c'est un salon où on vient chercher du positif. Un salon qui permet aux élus et à leurs équipes de trouver de l'inspiration, des solutions concrètes, comme par exemple comment consommer moins d'énergie, repenser la mobilité dans sa ville, intégrer la nature dans sa ville, etc., etc. En 2025, nous allons franchir une nouvelle étape, puisque nous avons une édition qui s'inscrit en fin de mandat, un mandat plutôt chahuté, et nous allons préparer le prochain qui devrait être également intense. Pendant 3 jours, nous aurons 1300 exposants, 1500 bientôt si je comprends les objectifs pour le prochain mandat, et près de 60 000 visiteurs qui vont se retrouver. Et donc nous aurons des élus et leurs équipes, des partenaires privés et associations qui seront là pour échanger, pour construire ensemble les solutions de nos territoires. Le thème de l'année 2025 est le meilleur en commun. Ce terme incarne une ambition forte, faire du commun un levier d'innovation, de résilience et d'inclusion. L'idée pour nous est de mettre en avant les réussites des coopérations locales, des dynamiques citoyennes et des alliances entre acteurs publics, privés et associatifs, soulevant, il faut le dire, sans investissement significatif. Alors, les grands sujets de cette édition seront autour de l'adaptation au changement climatique. Je crois que sur ce thème, il y a un consensus pour dire que la question n'est plus le pourquoi, mais le comment, et comment conduire cette transition, cette adaptation et la financer. Nous parlerons donc de planification écologique, de sobriété, d'adaptation aux risques, de résilience agricole et alimentaire, de mobilité durable, de renouvellement urbain ou encore d'attractivité territoriale. Cette année, nous mettons aussi l'accent sur une autre forme d'innovation, l'innovation sociale, celle qui naît du terrain, des habitants, des associations et des élus. Et d'ailleurs, vous pouvez noter que le mercredi 19 novembre, l'arène de l'innovation sera consacrée à ce sujet essentiel, mieux coopérer et mieux s'entraider. Nous parlerons aussi du vivre ensemble, autour de la thématique longévité et parcours de vie, qui est pour nous une belle manière de rappeler que le vieillissement n'est pas une contrainte, au contraire, mais une ressource pour le lien social. L'inclusion et la solidarité seront aussi des cœurs des échanges, notamment autour du sport comme levier d'intégration. Le salon des sports et parasports montrera que le sport n'est pas seulement une question de performance,
mais aussi une question de santé publique et de cohésion. Et puis enfin, comme vous le savez, nous sommes à 5 ans des Jeux Olympiques. Donc nous allons innover cette année, nous allons créer un refuge des sports de montagne au cœur du Salon des sports et parasports. Ici, nous voulons mettre en lumière tous les enjeux spécifiques des territoires de montagne. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais nous aurons notamment le tourisme, l'aménagement ou par encore exemple la performance énergétique. Et puis, comme chaque année, comme vous l'avez rappelé, nous mettons en lumière l'innovation des territoires avec les prix d'innovation territoriale, ces prix qui récompensent des initiatives liées au grand sujet de l'année. Voilà, je vous remercie. Nous sommes à votre disposition, Stéphanie et moi, pour répondre à vos questions. Merci à vous. Dernière prise de parole avec respectivement Jean-Emmanuel Casalta, le PDG Public Sénat, qui est notre partenaire, et puis Nasser Madji, qui est le chef des informations du réseau ici. À vous, messieurs. Vous pouvez parler de là ou d'où vous voulez. Alors, dans ce cas-là, 2 micros, c'est trop, hein, on est d'accord. Merci, Monsieur le Président. Je suis très très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous savez, c'est Monnerville, je crois, mais c'était au premier renouvellement du Sénat après le passage à la 5e, rappelé à son nouveau bureau le Sénat, émanation directe des collectivités locales. Donc finalement, Public Sénat, c'est comme une espèce de petite nièce en fait des maires de France, et c'est donc assez naturel qu'on soit là ici depuis quasiment le début de Public Sénat pour éclairer, pour montrer, pour décrypter les débats qui se tiennent lors des congrès, sur lesquels je ne vais pas revenir spécifiquement, mais qui ont été explicités et qui montrent toute l'importance des discussions, des débats, des réflexions qui sont en cours aujourd'hui dans une actualité politique, imprévisible. Je cherche un adjectif qui convienne à tout public. Donc nous serons là lors de ces journées du Congrès. Nous serons là, Monsieur le Président, vous l'avez dit, lors de la journée des Outre-mer. Le lundi, puisque effectivement c'est l'ensemble de la République qui est concerné à travers ces journées. Donc nous couvrirons une partie des débats qui se tiendront lors de cette journée des Outre-mer. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'annoncer un partenariat avec la PQR, avec France Antilles, notamment à cette occasion-là. Nous serons là également durant les journées du Congrès, tout au long de la journée, matin et après-midi, pour couvrir différents événements qui se tiennent. Mais ce n'est qu'une partie de ce que nous allons faire durant ce congrès, puisque j'ai souhaité une semaine spéciale de programmation autour des maires de France. Donc nous aurons une programmation documentaire, notamment autour de l'engagement des maires, avec des différents portraits de maires. L'engagement, vous avez rappelé, hein, qui est extrêmement important. On a un nombre d'élus qui est absolument considérable en France de ce fait-là, et qui ont des vies de maires dans toute leur complexité. Alors, qu'elles débutent très très tôt. Parfois, je me souviens que quelques années avant vous, le plus jeune maire de France devait être un maire corse, me semble-t-il, votre prédécesseur comme Benjamin. Donc c'est toute une programmation tout au long de la semaine sous format de documentaire, sous format d'émissions spéciales réalisées en direct depuis le Congrès des maires de France matin et après-midi jusqu'à la clôture du Congrès. Réseaux sociaux que nous allons accompagner tout au long également de cette semaine pour faire en sorte que Public Sénat honore ce partenariat avec l'Association des maires de France et qu'elle puisse répondre à ces enjeux essentiels, c'est-à-dire de jouer son rôle de chaîne d'éducation civique, puisqu'en fait fondamentalement c'est ça ce qu'est Public Sénat. Une chaîne d'éducation civique qui permet de rentrer dans le fonctionnement de la vie démocratique et essentiellement parlementaire pour ce qui nous concerne de notre pays, et donc tout naturellement d'éclairer le cœur vibrant de notre démocratie, c'est-à-dire les mairies, dans leur manière qu'elles ont de faire vivre la démocratie locale, qui est le plus souvent d'ailleurs une démocratie relativement apaisée par rapport à la démocratie nationale, puisqu'en fait elle est aussi
toujours en contact du réel, c'est-à-dire qu'il y a une exigence de l'action et une accessibilité aux concitoyens qui fait que le rapport réel, vous l'avez dit, est extrêmement fort, que la nécessité du compromis est essentielle en vue de trouver des solutions qui répondent immédiatement aux besoins de des Françaises et des Français. C'est cela que nous voulons montrer à Public Sénat, ce fonctionnement de la vie démocratique locale, une vie démocratique efficace. Vous l'avez rappelé. Et ce faisant, nous remplissons pleinement, je crois, notre rôle de chaîne d'éclairage de la vie démocratique, de décryptage de la vie démocratique de notre pays. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Premier vice-président, nous serons ravis d'être avec vous cette année encore et j'espère les années suivantes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président directeur général. Je vous en prie, Monsieur le directeur, chef des informations du réseau. C'est ça le titre? Absolument. Absolument, merci Monsieur le Président. Je suis très heureux moi aussi de représenter la radio ici, qui est la radio des territoires, comme vous le savez, qui représente 44 locales pour Radio France. Et on est très heureux d'être encore une fois partenaire de ce congrès, une fois de plus. Et je suis vraiment... vraiment ravi de vous présenter le dispositif éditorial qui va s'articuler via un axe et trois temps forts. On va avoir l'occasion de présenter de manière plus précise la grande consultation qu'on a lancée, qui est une consultation citoyenne, avec des résultats et des remontées des contributeurs assez exceptionnels, puisque plusieurs dizaines de milliers de Français ont déjà répondu à cette consultation qui s'appelle « Ma commune, mon maire et moi », qui en partenariat avec Odoxa, sur des thématiques qui vont ponctuer toute la campagne électorale jusqu'en mars prochain. Les deux premières thématiques qu'on a déjà réussi à développer. Il y a d'abord le dérèglement climatique, ou en tout cas la planification écologique et tous les enjeux, évidemment, qui incombent au maire autour de cette question-là. Et puis la santé. La santé, évidemment, auprès des territoires, c'est vraiment l'un des enjeux majeurs pour les Français qu'on a interrogés, les Français et les électeurs des prochaines municipales. Donc, on pourra proposer à l'occasion de ce congrès, pendant 3 jours, puisque nous serons présents le 18, le 19 et le 20 novembre, cette consultation avec, je vous le disais, trois temps forts. Le premier, ce sera un corner vidéo qu'on mettra juste à côté du studio ici, où on interpellera les maires pour leur proposer de réagir à cette grande consultation citoyenne. On leur demandera aussi quelles sont leurs propositions, évidemment. Nous serons présents également avec notre émission un peu emblématique qui s'appelle Ma France, qui est portée par Wendy Bouchard, comme vous le savez. Donc, 3 émissions en direct pendant 1 heure où les maires seront invités à venir réagir en direct, donc, et à interagir aussi avec les auditeurs éventuellement. Et puis, après cette émission en direct, on avait envie aussi d'interagir avec les visiteurs qui seront très nombreux. Vous disiez 60 000 visiteurs pendant ces 3 jours et même ces 4 jours, pour les faire réagir eux aussi sur notre grande consultation citoyenne. Et on aura nos partenaires d'Odoxa, des maires bien sûr qui seront là pour interagir avec également des spécialistes de la question autour donc des 2 thématiques que nous on souhaite mettre en avant aujourd'hui, principalement la santé au cœur des territoires et donc comment on fait face au dérèglement climatique dans les communes rurales et urbaines. Donc voilà, on sera présent avec plaisir, au-delà des reportages évidemment et des invités qui ne manqueront pas de ponctuer également toutes les antennes des radios locales à ce moment-là. Mais nous, physiquement présents dans ce studio qui va être aménagé dans les prochains jours, le 18, le 19 et le 20 novembre. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, et de votre engagement, parce que c'est du gagnant-gagnant. Et je crois que ça montre une réalité
qui intéresse les Français. Voilà. Nous sommes à vos dispositions pour répondre aux questions, nous quatre évidemment, mais également d'ailleurs Hugo Biolay, qui est le plus jeune maire. Voilà. Hugo, que je remercie de sa présence aujourd'hui et aussi de son implication pour la table ronde que nous organisons pendant le congrès. Y a-t-il des questions ? Je sais que dans de l'apéritif, mais oui. Bonjour, Rosalie Lafarge à France Culture. Et pardon, parce que c'est une question de politique nationale, mais vous avez de nouveau appelé M. Lisnard ce matin à une primaire très large à droite, de l'UDI à Sarah Knafo. Or, il me semble qu'il y a 2 ans, vous disiez que l'union des droites était un argument politicien. Est-ce que vous ne plaidez pas aujourd'hui exactement pour cette union des droites ? Alors, non, puisque vous avez compris qu'il en manquait un. Voilà. Et donc, je suis constant. Le 1, c'est celui qui fait 33%, ou 32%, voilà, qui est le RN. 2, je n'irai pas plus loin sur cette question qui n'est pas dans le sujet de notre point presse d'aujourd'hui. AMF. Oui, bonjour. Franck Lemarque de Maire Info. 2 questions d'actualité. On a appris hier que le statut de l'élu, la proposition de loi sur le statut de l'élu ne sera examinée finalement qu'en décembre. C'est-à-dire qu'il y aura une promulgation qui sera très tardive par rapport aux élections municipales. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Est-ce que c'est une déception ou une occasion manquée? Et deuxièmement, en cas de dissolution, parce que ce n'est pas tout à fait impossible que ça arrive, est-ce que ça finira par poser des problèmes aux communes, cette multiplication d'élections, notamment sur un terrain financier, dans la mesure où on sait que ce sont des dépenses qui ne sont pas entièrement compensées? Oui, alors, sur le deuxième point, là aussi, c'est un euphémisme, qu'elles ne sont pas entièrement compensées, puisqu'on le fait pour le compte de l'État, mais je sais que dans ma commune, de mémoire, un tour vaut un peu plus de 100 000 euros. Et on doit être compensé à hauteur de entre 7 et 8%. C'est-à-dire qu'en fait, on paye 92% du coût. Voilà. Et je pense ne pas être loin de la réalité nationale. Mais bon, la démocratie, ceci étant, n'a pas de prix. Voilà. Donc s'il y a des élections, il y a des élections. Et on sera au rendez-vous. Mais elle a un coût. C'est comme la santé, c'est comme la paix. Ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Sur la première partie, écoutez, si c'est voté en décembre et promulgué, ce sera déjà une très bonne chose. Et on n'en est pas à un mois près, j'allais dire, depuis le nombre d'années qu'on agit sur cette thématique. Il y a eu un énorme travail de l'Association des maires de France pour la conception de ce texte. Vous le savez mieux que quiconque. Pour sa co-rédaction avec Françoise Gatel quand elle était au Sénat et maintenant au ministre, pour ensuite son inscription, pour parfois sa rectification au gré des débats parlementaires. On a eu un petit coup de chaud la semaine dernière et on a fait un beau travail avec le Sénat. Le texte, comme on l'a dit, ne va pas régler tous les problèmes, loin de là. Ce qui régénérera la démocratie locale, c'est la liberté locale, au-delà des conditions d'exercice du mandat, mais c'est une condition sine qua non. C'est nécessaire mais pas suffisant. Et donc ce texte n'est pas complet. Évidemment, ça n'existe pas un texte complet, mais c'est un très bon texte et qui est nécessaire. Voilà. Donc si c'est décembre, ça sera décembre. Je n'avais pas eu l'info pour rien vous cacher, donc merci. On voit que vous êtes bien informés. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, mais merci, c'était adopté. C'est comme à Issoudun, ou à Cannes, l'ordre règne. Non, il n'y a pas d'autres questions, plus sérieusement? Non, vous vous gardez pour les individuels, c'est ça. Mais merci en tout cas, merci de votre présence et de votre intérêt. Juste pour conclure, pour nous, le plus important, c'est de montrer la réalité de la vie communale, des enjeux qui sont les nôtres, la modernité de la commune. Voilà, je le dis parce que on n'a pas eu l'éternelle question cette année. Je m'en réjouis, le président de la République, etc., etc. Bon, ce qui est d'ailleurs très révélateur. C'est-à-dire que c'est plus une question, c'est plus un sujet. Et pourquoi pas voilà. Nous pensons que la réalité communale, les enjeux que nous portons, les propositions que nous formulons intéressent le public. Voilà. Nous le pensons profondément parce que nous le voyons bien dans nos réalités quotidiennes, dans les réunions de quartier que l'on fait. Les sujets de proximité intéressent, mais aussi les sujets d'organisation des pouvoirs publics. Et on est sur les deux. Et c'est pourquoi votre présence, votre intérêt dans la liberté éditoriale qui est la vôtre, pour nous, est très important. C'est pour qu'on parle des maires, des communes, des adjoints, des fonctionnaires territoriaux, des agents, de tous ceux
qui font de la réalité communale une réalité performante et beaucoup moins onéreuse que dans les autres pays. Beaucoup moins onéreuse que dans les autres pays. Voilà, je rappelle au passage. Merci. Non, simplement pour vous dire que si vous voulez le détail de la facture, à l'heure qu'il est, nous en avons des exemplaires à vous donner. Voilà. Alors, je précise, c'est arrêté aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas dans une volonté de feuilletonner, mais nous craignons que ça puisse être le cas. Je veux simplement dire que si par malheur cette loi de finances passait en l'état, ça serait dramatique pour les collectivités locales. C'est pour ça qu'à titre personnel, je considère que si la loi de finances restait en l'état, la censure serait méritée.